Alors c'est un petit jeu qui nous faisait bien sourire avec mes enfants. Vous savez, quand on vous pose la question de savoir qu'est-ce que fait ton père ou qu'est-ce que fait ta mère, je réactualise en 2020, hein. Que fait ton parent 1, que fait ton parent 2? Enfin bref, blague mise à part, c'était toujours un petit peu la croix et la bannière pour savoir effectivement qu'est-ce que fait papa. Alors moi, ça m'a fait toujours sourire cette question finalement, parce que derrière, ça sous-entend un positionnement social. Quel est le métier? Quel est le métier exercé par ton père ou ta mère? Et quel est évidemment ton métier? Sous-entendu, quelle est ta place dans la société et à quoi tu sers finalement, hein? Et puis surtout, est-ce que tu es bien positionné dans l'échelle sociale, c'est-à-dire d'un point de vue hiérarchique? Il vaut mieux être au-dessus qu'en dessous, on est bien d'accord. Surtout dans les soirées, c'est quand même plus sympathique. Et puis à la fin du mois, on espère évidemment avoir un chèque qui correspond à sa fonction, hein. Quoique là, on peut encore disserter là-dessus, parce que quand on voit les disparités de salaire qu'il peut y avoir entre des gens qui sauvent des vies et qui ont quand même une utilité flagrante, hein, et puis d'autres qui sont là juste à brasser du vent dans des hémicycles et à nous mettre des bâtons dans les roues avec des réglementations à la con, on peut se poser effectivement la question de savoir s'il y a réellement une corrélation entre la fonction et puis le salaire qui va avec. Enfin bref, c'était un aparté. Donc je voulais aujourd'hui vous présenter ma vision des choses, parce que je considère finalement que à cette question, quel est ton métier, hein, comme dans le célèbre film 300, hein, Spartiate, quel est votre métier? Alors, moi j'ai envie de vous dire, à la base, avant d'avoir un positionnement social d'une part, ou avoir même un métier qui vous plaît, hein, ou que vous faites juste par souci économique tout simplement, je pense personnellement qu'il faut que l'on revienne à une fonction tripartite finalement, c'est-à-dire vous devriez, vous-même en tant qu'individu, faire reposer votre base de connaissances et votre base, on va dire, en tant qu'être humain tout simplement, sur trois notions et trois fonctions importantes qui sont pour moi euh, le guerrier, d'une part, d'autre part le guérisseur, et en troisième lieu tout simplement le créateur, l'artiste. C'est-à-dire que pour moi, chaque être humain, chaque homme qui se respecte, et chaque femme par extension, parce qu'il ne devrait pas y avoir, du moins à ce niveau-là, à ce stade de la réflexion, de différence, c'est-à-dire on devrait tous passer par ce tronc commun, chaque être humain devrait être à la fois un guerrier, un guérisseur et un créateur. Voilà. Alors je vais essayer de détailler ces trois fonctions, vous faire un rapide historique finalement de la chose, et puis surtout de dégager comment dire, une ligne directrice, hein, parce qu'évidemment aujourd'hui en 2020 on ne peut plus se considérer comme de la même façon qu'un guerrier du Moyen Âge, hein, qui part à la guerre avec une masse d'armes, mais la filiation elle est quand même assez flagrante, et quelles que soient les époques, eh bien, je pense que les valeurs qui sont véhiculées par ces fonctions, ainsi que les connaissances, eh bien, sont toujours d'actualité. Alors donc, on va commencer par le guerrier. Alors pour moi, effectivement, tout homme ou toute femme qui se respecte devrait commencer par être guerrier et cultiver les valeurs du guerrier. Alors le guerrier, c'est quoi? Si on observe de façon étymologique, le guerrier, c'est celui qui fait la guerre, hein. Alors la guerre peut prendre différentes formes. Vous avez la guerre complètement factuelle de base, où on prend sa massue et on cogne sur la tronche du voisin ou de l'ennemi, ou même de l'envahisseur qui cherche à vous piquer votre terre, vos femmes et vos possessions. Mais vous avez aussi d'autres formes de guerre, et notamment la guerre psychologique, la guerre spirituelle. Enfin, de toute façon, à partir du moment où l'être humain vient sur Terre et s'incarne, il est dans une forme de lutte. Une forme de lutte, j'allais dire, qui est naturelle, hein, puisque vous avez des prédateurs et vous avez des victimes. Et donc il faut essayer de se placer du bon côté de la barrière, hein. Donc vous êtes dans une forme de conflit perpétuel qui prend différentes formes, hein, on est bien d'accord. Mais cette guerre, elle est omniprésente. Enfin, ces guerres sont omniprésentes. Donc vous avez, vous-même, en tant qu'humain, vous devez cultiver des capacités guerrières qui vont se manifester de différentes façons. Alors quand on regarde les cultures amérindiennes, prenez par exemple en étudiant un petit peu les témoignages, hein, des différents chefs de guerre indiens, amérindiens, hein, vous allez avoir Sitting Bull par exemple qui vous disait qu'un guerrier dans la conception indienne et amérindienne, eh bien c'est quelqu'un qui évidemment fait la guerre, mais qui est chargé surtout de protéger
les membres les plus faibles de la tribu. Donc il y a une fonction de service et une fonction éthique, en plus de capacités évidemment morales et physiques derrière, hein, qui sont sous-tendues par la fonction. Si vous allez en Occident, notre Occident médiéval, eh bien vous avez évidemment le chevalier médiéval, hein, qui, hormis sa fonction liée à la guerre, qui sous-entend évidemment des capacités, encore une fois, éthiques, morales, des capacités psychologiques et puis des capacités physiques et techniques évidentes liées à la guerre, eh bien, vous avez aussi une fonction à la fois de loyauté envers le groupe, par l'intermédiaire du seigneur, mais aussi une forme d'éthique liée à la défense de la veuve et de l'orphelin, comme on dit, hein, donc la défense des plus faibles. Et puis vous allez évidemment faire un détour par l'Asie, et on peut peut-être aller même au Japon pour observer le mode de fonctionnement des samouraïs. Et là, vous avez également le même cas de figure. À la base, on part de capacités psychologiques et puis physiques et techniques, hein, qui sont liées à la capacité de faire la guerre, tout simplement. Et puis, eh ben, on a aussi une dimension éthique, hein, liée à la morale, liée au groupe, et peut-être aussi à la défense des plus faibles également. Donc on a ces éléments qui sont liés dans finalement toutes les cultures. Alors on peut évidemment disserter sur, comment dire, sur l'évolution, hein, de ces schémas, parce qu'on peut dire qu'à la base un guerrier c'est tout simplement un mec qui fait la guerre, et puis comme c'est déjà quelque chose d'immoral, eh bien il n'a pas besoin d'avoir une morale derrière, les faibles on les écrase, et voilà. Alors évidemment, au niveau de l'histoire, on peut en parler, hein, quand on voit en Occident, peut-être qu'avec le christianisme et le développement notamment peut-être de l'amour courtois au XIIe siècle et puis de cet idéal du chevalier, bah, on a une dimension plus morale affirmée de l'homme de guerre, de l'homme d'armes qui doit défendre le plus faible. C'est une des explications, hein. Alors moi, je pense aussi plutôt que quelque part, on a une forme d'organisation tripartite de la société où le guerrier trouve pleinement sa place, tout simplement, et que dès le départ, il y a quand même une forme de dimension tout simplement, comment dire, morale et éthique là-dedans, puisque quand on est au sein d'un groupe, eh bien évidemment, bah, un peu sur la forme amérindienne, clairement définie même au XIXe siècle, qui est la plus proche de nous finalement, eh bien le guerrier, lui, défend tout simplement le groupe, et il défend ceux qui n'ont pas la capacité physique de pouvoir le faire, tout simplement. Donc, si on reprend cet idéal guerrier, alors je ne vais pas m'étendre évidemment sur les capacités techniques, ça va pas être l'objet de cette vidéo, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut quand même, quelque part, l'humain devrait faire sienne ces valeurs du guerrier, hein, de l'archétype du guerrier qu'on trouve à travers toutes les civilisations, parce que elles sont riches d'enseignements et puis elles sont très utiles, et de tout temps elles sont utiles. Alors c'est pas parce qu'on est dans une phase du cycle historique de décadence totale qu'il faut justement renier ces valeurs, parce qu'au contraire elles prennent tout leur sens justement lorsque l'on est en bas de cycle, hein. C'est à ce moment-là qu'il faut pouvoir faire revivre ces valeurs, parce que dans une échelle de temps assez courte, eh bien, elles reprennent tout leur sens et toute leur utilité. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces valeurs liées au fait d'être guerrier, tout simplement? Alors, encore une fois, hein, hommes guerriers, mais femmes guerrières aussi, hein. L'éducation du jeune homme et de la jeune femme moderne devrait aussi s'orienter de la même façon vers quelque part le métier des armes, puisque par exemple à travers les arts martiaux, on prend conscience que l'humain a une violence intrinsèque. On ne cherche pas à la brimer, on cherche tout simplement à la sublimer pour pouvoir s'élever spirituellement. Ça ne sert à rien de se dire c'est pas bien d'être violent. Non, la violence fait partie intrinsèque de l'humain. Eh bien justement, on cherche à utiliser cette violence, à la transmuter, à la sublimer, justement pour pouvoir s'élever spirituellement à travers la compréhension que l'on a de nous-mêmes, hein, à travers le conflit, et la compréhension qu'on peut avoir à travers les autres, et à travers, comment dire, le ressenti nécessaire au combat, tout simplement. Puisque quand vous êtes en train de combattre, même à l'intérieur d'un cadre défini, hein, eh bien, vous devez développer une forme de sixième sens qui fait que vous êtes en connexion finalement avec vous-même, vos ressentis, vous êtes en connexion avec votre adversaire, vous êtes en connexion avec l'environnement. Donc de ce point de vue-là, lorsque l'on cherche à s'élever du point de vue purement factuel qui est de foutre un coup sur la tronche d'un ennemi potentiel,
on a un énorme potentiel de compréhension finalement de la place de l'humain au sein du macrocosme, au sein de l'univers, tout simplement. Voilà. Et donc à travers cette pratique guerrière, eh bien, on a différentes valeurs qui sont cultivées. Alors on a déjà le courage, évidemment, parce qu'un guerrier qui n'a pas de courage, bah, ce n'est pas un guerrier, hein, c'est la base, c'est une des bases. Et cette notion de courage, eh bien, elle présuppose une recherche de la liberté. Alors c'est paradoxal, parce qu'on se dit peut-être que le guerrier, c'est quelqu'un qui est soumis à un seigneur, mais pas du tout. Un guerrier, c'est quelqu'un qui recherche la liberté. Et alors ça se manifeste comment? Bah, tout simplement par le détachement, parce que je ne sais plus qui a dit ça, mais la voie du guerrier, c'est aussi de se dire que au moment où les épées s'entrechoquent, eh bien, la vie, c'est comme la mort, et c'est pareil. Donc vous cherchez un détachement vis-à-vis des événements, vis-à-vis de la peur qui peut vous paralyser à un moment ou à un autre, pour essayer de trouver le geste juste. Donc il y a une recherche de liberté à travers ça. Évidemment, une forme de vide mental, on va dire, nécessaire pour ne pas faire entrer la peur ou même la colère, parce que c'est un sentiment qui, une fois qu'il pénètre en vous, eh bien, laisse la porte ouverte également à la peur. Hein. Et donc on voit ça très bien dans les arts martiaux orientaux, on recherche cette forme de vide mental pour trouver le geste juste. Et eh bien écoutez, c'était la même chose de toute façon dans notre Occident médiéval. Hein. On retrouve toujours les mêmes types et les mêmes schémas d'entraînement finalement. Hein. Donc vous avez ce courage qui est la base fondamentale. À travers ça, vous avez aussi la force et l'intelligence, évidemment. Alors, évidemment, l'intelligence, elle va se manifester à travers la recherche de la vérité et de la connaissance. Et c'est une base fondamentale, et vous allez, je pense, être d'accord avec moi, quand on est un guerrier, quand on fait la guerre, et quand on est sur un théâtre d'opération, on ne peut pas s'emmerder avec des considérations, on va dire, fallacieuses, prendre des vessies pour des lanternes, s'emmerder avec du politiquement correct ou avec des notions... enfin, je veux dire, le blanc reste blanc, le noir reste noir, hein, c'est clair et net. Si vous êtes là à vous mentir à vous-même, vous allez à la catastrophe. Vous avez besoin de connaissances valides. Donc, prenez le guerrier moderne. Si vous êtes sur les marchés financiers, vous ne pouvez pas vous bananer. Donc, vous avez besoin d'informations fiables. Vous avez besoin de la vérité. Il vaut mieux toujours avoir la vérité qui vous permet de vous positionner et de vous positionner correctement, de vous placer et d'agir surtout, plutôt que d'avoir des considérations, on va dire, qui sont complètement déconnectées de la réalité, hein, pour coller à une réalité virtuelle. On est les champions hein, actuellement de ça. Enfin, c'est du moins ce qu'on essaye de vendre à l'esclave, hein, une réalité virtuelle qui permet de mieux le maîtriser. Donc non, si vous êtes un guerrier, vous devez rechercher la vérité, parce que la vérité, c'est ce qui fait la différence entre la vie et la mort. Hein. La vérité, les sources d'information, et l'information viable, vraie, bah, peut vous sauver la vie. Donc ça, c'est fondamental. Alors évidemment, vous avez besoin de force. Un guerrier sans force ne fait rien. C'est la force psychologique déjà, psychique, et puis évidemment la force physique aussi. Alors c'est encore une histoire, c'est toujours mon histoire de curseur évidemment. Chacun fait à sa mesure, hein. Mais la force, c'est la base de tout aussi. Si vous n'avez pas de force morale, comment voulez-vous pouvoir avoir un positionnement, une prise de décision quelconque? C'est pas possible. Donc vous devez cultiver ça aussi. Ça fait partie de la voie du guerrier. Maintenant, les autres qualités qui sont sous-tendues par la voie du guerrier, c'est aussi une forme d'éthique et le sens de l'honneur. Alors là, c'est intéressant cette histoire-là. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit déjà, cette éthique hein, qu'on retrouve dans les différentes cultures, c'est-à-dire le guerrier est censé défendre le plus faible, hein, vous avez une appartenance au groupe qui est spécifique. Hein, quand on reprend l'organisation tripartite des sociétés traditionnelles, eh bien, le guerrier, lui, sa fonction, c'est de combattre et de protéger celui qui bigne la terre pour nourrir tout ce beau monde, hein, et puis ceux qui prient, hein, qui sont chargés finalement de l'éveil spirituel ou religieux finalement du groupe. Donc vous avez cette dimension-là. Alors là, il y a un truc qui est intéressant parce que effectivement, il y a la notion de loyauté derrière ça. La loyauté et le sens de l'honneur. Alors, quand vous êtes un chevalier médiéval, vous êtes loyal à votre seigneur. Mais il y a aussi un autre aspect là-dedans. C'est quand quand vous faites vos vœux, eh bien, vous défendez, vous affirmez aussi votre volonté de défendre le plus faible.
la veuve et l'orphelin, comme on dit, hein. Et puis, évidemment, comment dire, dans la tradition amérindienne, c'est exactement la même chose, hein. Vous défendez le plus faible, les vieillards, les enfants, au sein de la tribu. Donc vous avez cette dimension-là. Alors là, je fais un petit aparté parce qu'il y a un truc qui est intéressant. Les gens d'armes, les gens dont le métier, c'est la guerre finalement. La question est intéressante à être posée. Regardez par exemple l'organisation moderne des États. Si on prend les États-Unis par exemple, le document le plus important, le document légal le plus important qui fonde la société américaine, c'est la Constitution américaine. Voilà. Vous, en tant que militaire ou en tant que policier, enfin, en tant que personne dont le métier, c'est les armes, est-ce que vous allez, parfois, vous pouvez être en porte-à-faux vis-à-vis de la loyauté que vous avez avec vis-à-vis de votre hiérarchie, hein, vis-à-vis de la personne qui est dépositaire du pouvoir. Donc, si on prend le parallèle avec l'Ancien Régime, ça va être votre seigneur. Et puis, de l'autre côté, vous avez comment dire, cette obligation morale par rapport à vos vœux de défendre peut-être la Constitution à l'époque moderne, ou aussi la veuve et l'orphelin, ou le plus faible au sein du peuple. Et à ce moment-là, qui prend le dessus? Est-ce que vous êtes, parce que parfois il y a inadéquation, hein, je ne sais pas, je prends un exemple, vous êtes flic et puis on vous donne l'ordre par exemple de taper votre hiérarchie, donc vous donne l'ordre de taper sur des manifestants ou de les tuer par exemple, hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez respecter dans votre serment finalement la loyauté vis-à-vis du Seigneur, donc vis-à-vis de la hiérarchie, ou est-ce que vous allez respecter le serment que vous avez porté aussi vis-à-vis de votre code moral, hein, tout simplement, ou alors vis-à-vis de la Constitution. Il y a un problème éthique qui se pose là, hein, c'est-à-dire est-ce que vous allez défendre finalement le peuple et les faibles, ou alors est-ce que vous allez défendre votre hiérarchie? Donc derrière ça, il y a évidemment la notion de, comment dire, de responsabilité individuelle, de responsabilité personnelle. C'est-à-dire qu'un guerrier, c'est aussi ça, c'est aussi quelqu'un qui décide pour lui-même et en totale liberté par rapport à sa conscience, tout simplement. Donc il y a une fidélité vis-à-vis du Seigneur, évidemment, mais surtout c'est le Seigneur en tant que dépositaire du groupe, hein, du pouvoir et représentant du pouvoir du groupe. Donc ça peut s'opposer parfois, hein. Donc le guerrier en tant que tel, il doit, à mon sens, du moins le guerrier moderne, être capable de se positionner, de faire son propre choix en son âme et conscience, hein. Voilà. Donc du coup, derrière ça, il y a aussi le sens de l'honneur, évidemment. Alors le sens de l'honneur, c'est évidemment quelque chose dont vous héritez à la naissance et que ça, vous ne pouvez pas le perdre, logiquement, à partir du moment où vous n'avez pas décidé de le perdre. Alors évidemment, ça peut s'étioler au compte-gouttes, hein, mais si vous n'avez pas décidé, si vous êtes resté positionné, que vous vous dites, eh bien, on ne prendra pas mon honneur, normalement, on ne peut pas vous le prendre, hein. Donc c'est quelque chose que vous possédez logiquement jusqu'au bout, hein, voilà. Donc pour conclure sur le guerrier, et la voie du guerrier, c'est la voie de l'action, tout simplement, hein. Et si on en revient à cette notion comment dire, d'éthique et d'honneur, la parole du guerrier, donc le verbe, a autant de valeur que l'action, que l'acte. Ça veut dire que la parole donnée, eh bien, c'est comme si vous aviez agi. Donc il y a une forme de droiture derrière ça, hein, qui est symbolisée par l'épée ou par le sabre, hein, quelque part, hein, voilà, qui est poli, dont l'acier est tranchant, brillant, hein. Et c'est une analogie que je faisais toujours, moi, quand j'avais mes gamins en karaté. On recherche, alors avec les enfants, il faut savoir jouer un petit peu, puis les mettre en condition. Donc je leur disais, voilà, il y a une analogie entre le sabre, hein, du samouraï, qui est droit, lisse et brillant, et le geste que tu peux avoir dans ta pratique, hein, qui doit être le plus pur possible, hein. Alors il faut savoir, si tu veux avoir un geste tout bancal, tout voilà, mais à ce moment-là ton sabre il est rouillé et tout tordu, ou alors si tu veux avoir le geste le plus pur possible, le plus net, et à ce moment-là ton sabre, et ça va aussi avec la morale personnelle, alors à ce moment-là le sabre, lui, il est brillant, et puis il est tranchant. Voilà. Donc il me semble que ces valeurs guerrières sont toujours d'actualité, surtout quand on est en bas du cycle, hein. Et évidemment, il ne s'agit pas que de parler, tout ça, ça doit s'accompagner d'une pratique dès le départ. Alors ça passe par une pratique physique, évidemment, ça passe par une pratique technique,
il y a un renforcement du corps qui est recherché, une souplesse du corps qui est recherchée, et à travers la pratique, notamment des arts de guerre, eh bien, rechercher toujours cette transmutation finalement de la violence pour apprendre à mieux se comprendre, à mieux se connaître et connaître les autres et son environnement également. Parce que quand vous êtes, en tant qu'être humain, quand vous faites partie au sein de la nature, vous faites partie d'un tout, hein, vous n'êtes pas complètement isolé de tout ça. Donc vous devez être en connexion finalement. Et votre pratique vous permet d'être en connexion. À travers la pratique des arts martiaux, notamment du karaté, on a certains exercices qui, en travaillant avec les autres, permettent de développer une forme, j'allais dire, du sixième sens. Alors c'est toujours difficile, encore une fois je reprends cette histoire de curseur, c'est difficile de positionner le curseur entre les informations que j'arrive à capter, qui sont de plus en plus fines, et un petit truc en plus qui va être de l'ordre du ressenti, de l'intuition, qui fait qu'au final, les deux mêlés me permettent, moi, stratégiquement, au sein du combat, à un instant T, de me placer et de me positionner correctement pour soit pouvoir contrer, soit pouvoir attaquer, et avec un geste juste, pouvoir vaincre. Voilà. Alors, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que c'est très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse toujours à travers la pratique du physique, c'est de pouvoir transposer. Hein. Voilà, donc la guerre, eh bien, vous l'avez au quotidien, mes amis, à travers évidemment toutes les pollutions que vous devez éviter, hein, et notamment les pollutions liées aux fausses informations, aux manipulations diverses et variées. Donc vous êtes bien dans une forme de guerre, spirituellement de la même façon. Et à travailler la force, cultiver cette connaissance, la recherche du geste juste, de l'intuition et de la finesse, eh bien, ça vous permet aussi de vous positionner correctement. Imaginez-vous sur un théâtre d'opération. Si vous n'avez pas développé ce sixième sens et la capacité de capter les bonnes informations, de les traiter et surtout de les utiliser pour pouvoir agir, parce que la voie du guerrier, c'est une voie de l'action, eh bien, vous êtes mal parti. Hein. Donc voilà, donc du coup, il faut travailler ça. Et moi, je pense que dès le plus jeune âge, on devrait justement... ça devrait être une des bases de l'enseignement de l'être humain, de la femme ou de l'homme qui se respecte. Voilà. Ensuite, vous avez la deuxième partie, c'est-à-dire le guérisseur. Alors le guérisseur, il se rattache aussi un peu au guerrier quelque part, parce qu'il sous-tend, encore une fois, une prise d'information, il sous-tend aussi le fait d'être complètement connecté avec son environnement, parce que, évidemment, comme on le sait tous, eh bien, on est soumis à des pollutions perpétuelles, quotidiennes, qui finissent par nous affaiblir de différentes façons. Alors vous avez évidemment les pollutions environnementales liées à la bouffe, liées à l'air que vous respirez, liées aux ondes, à plein de choses comme celle-là, mais pas seulement. Vous avez aussi j'allais dire, une pollution énergétique, hein, par le fait d'être dans un mauvais environnement. Vous êtes dans un environnement qui ne vous correspond pas, ça finit par vous bouffer. Et ne faites pas l'erreur de croire que vous pouvez être complètement indépendant de cet environnement. C'est faux. Vous êtes comme une cellule. Si vous êtes parmi des cellules qui sont dégénérées, vous allez vous-même, vous n'allez évidemment pas vous épanouir, vous allez vous recroqueviller, vous allez dégénérer aussi. Voilà, c'est comme ça, c'est évident. Vous en avez tous fait, j'imagine, l'expérience. Quand vous êtes dans un environnement qui n'est pas favorable, alors ça peut se manifester à l'échelle d'un groupe, hein, d'un micro-groupe. Hein, je veux dire, vous avez un meilleur ami, un conjoint, quelque chose qui est toxique pour vous, vous allez péricliter à un moment. Ça peut être au sein d'une organisation, hein, dans votre métier. Ça peut être même au sein d'un pays, parce qu'il y a des formes d'égrégores qui font que quand ça devient trop pesant, eh bien, ça vous impacte. Hein, voilà. Donc, cette fonction de guérisseur, elle est pour moi directement liée au guerrier, quelque part, hein, parce que, effectivement, quand on connaît bien son corps, on doit apprendre aussi à le gérer correctement, à le maîtriser, à le renforcer, mais aussi à le guérir. Hein. Quand on a des blessures, il y a une forme de sagesse du corps qui fait qu'on peut accélérer cette guérison ou l'amplifier si on fait n'importe quoi. On est bien d'accord. Hein. Donc, ça, c'est des thématiques qui sont complexes, hein, et on a beaucoup à dire là-dedans. Donc, on ne peut pas tout dire dans une vidéo, il faudra qu'on revienne là-dessus. Mais ça me paraît une forme, une fonction fondamentale de l'homme ou de la femme qui se respecte. Voilà. Et ensuite, on va aboutir à la troisième fonction qui est pour moi aussi fondamentale, c'est celle de créateur ou d'artiste quelque part. Alors, j'aime pas trop le mot artiste, je préférerais celui d'artisan parce que artiste,
Ça fait un petit peu le type dégénéré financé par des programmes de gauche et puis votre pognon à travers les impôts. Hein. Ça fait penser au plug anal qu'on avait, je ne sais plus, à Paris là, il y a quelques années. Enfin, ça fait penser à tout ça. Ou alors ça fait penser au type qui est complètement barjot et qui, on va dire, cache sa médiocrité et sa volonté de rien foutre derrière, on va dire, cette notion artistique. Hein. Il est barré, mais c'est un artiste, c'est normal. Non, moi je préfère quelque part une forme plus terre à terre, c'est-à-dire tout simplement, oui, peut-être artisan. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui... Il y a une notion d'ouvrier là-dedans et une notion de création. Alors pourquoi? Parce que dans la nature, tout est créé. Je veux dire, on a une profusion tout le temps de création. Et quelque part, un être humain qui ne crée pas, c'est quelqu'un qui est stérile. Alors ça passe évidemment par la procréation, hein, alors pour ceux qui veulent ou qui peuvent, évidemment. Mais on a cette dimension-là, on a une dimension de reproduction, de croissance toujours, et de création. Et alors pas seulement, hein, c'est pas seulement à travers le fait de se reproduire, hein, tout simplement, mais aussi à travers le fait d'être le plus créatif possible. Dans toutes vos activités du quotidien, vous avez la possibilité, vous avez toujours le choix d'œuvrer de façon créative, ou alors de faire un truc basique, gnangnan, chiant et stérile. Voilà, c'est comme ça. Et donc, encore une fois, j'aime cette notion de curseur. Hein. Vous avez remarqué, vous pouvez tout simplement chercher à créer du beau. Il y a des gens qui créent de la merde tout le temps, bon, c'est leur truc. Mais quand vous cherchez une notion d'harmonie dans vos vies, eh bien, vous allez chercher cette notion de création. Et ça peut passer à travers tout. Je veux dire, quelqu'un qui fait un combat, il peut être très créatif. Quelqu'un qui crée tout simplement, qui dessine, qui monte des murs, qui crée une maison, il est créatif aussi. Moi, j'ai expérimenté différentes façons de créer, hein, tout simplement. Hein. Alors évidemment, j'ai écrit des livres, mais bon, je les ai illustrés aussi également. Mais j'ai aussi retapé des maisons et j'avais le même processus créatif là-dedans. Alors ça vous prend la tête, vous vous immergez là-dedans. Mais je pense que l'humain, au final, est là aussi pour ça. Vous êtes là pour créer, tout simplement, et puis pour embellir. Tant que faire se peut, déjà respecter évidemment hein, la nature, l'environnement dans lequel on se trouve, mais ensuite aller au-delà, chercher à être dans une forme d'expansion et puis dans une forme de création hein, pour essayer de, quelque part, dans une certaine mesure, de rejoindre le divin, on va dire. Voilà, écoutez, c'est ce que j'avais envie de vous communiquer aujourd'hui à travers ces trois fonctions finalement qu'on devrait cultiver tout simplement, hein, parce que d'un point de vue, moral, éthique, c'est intéressant. D'un point de vue croissance personnelle, c'est évidemment intéressant. Et puis, il y a cette notion d'efficacité aussi, hein, voilà, tout simplement, tous ces paramètres sont reliés à travers ces fonctions de guerrier, guérisseur et créateur. Voilà, tout simplement. Donc, arrêtez de somatiser. Quand on vous dit quel est votre métier, eh bien, vous pouvez répondre plein de trucs. Soit vous décidez de répondre par le positionnement social que vous avez, hein, si ça vous chante, hein, si vous avez entre guillemets une bonne place, si vous avez besoin de vous faire mousser. Soit peut-être que vous pouvez répondre par le côté plus humain. Hein. Voilà, alors vous êtes, vous êtes guerrier, vous êtes peut-être guérisseur, vous êtes créateur, tout simplement être humain. Il y a plein de choses. Hein. Moi, j'avais un copain il y a très longtemps qui m'avait présenté j'avais bien aimé cette façon de présenter la personne. Il m'avait présenté un réalisateur. C'est un type qui avait bossé avec Cousteau, qui avait fait différents documentaires. Et quand on avait déjeuné ensemble, il m'a dit je te présente un tel. Son métier, c'est réalisateur. Mais pour vivre, il travaille à l'ODA. Donc je crois que c'était l'organisme qui est chargé de faire les annuaires, je crois. Donc évidemment, ça l'avait flatté l'autre, hein, mais il l'avait présenté entre guillemets par son vrai métier. Alors le métier qu'il faisait vivre, c'était son métier, on va dire, derrière un bureau pour faire les annuaires, mais son véritable métier, celui qui le faisait vibrer. Et quelque part, c'est ce qu'on devrait tous rechercher, hein, c'est-à-dire faire cette jonction entre un métier qui est l'émanation de ce que l'on est, qui nous fait vibrer, et puis un métier qui, quelque part, vous amène le pain et la soupe sur la table. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à plus. Ciao.